Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision. Hey baby, oups, mademoiselle. Brûler ton chiotte. Enfin, il y a aussi plein de côtés de la Suisse qui... Où t'es, bouchon, où t'es? Où t'es, bouchon, où t'es? Oui, notre pays interpelle. Et puis comment l'équipe? Nous, cet hiver, on a carrément acheminé 100 mètres cubes de neige artificielle en bas des pistes par hélico. Oui, avec Franck Cézilly, Cyril Jost et Fred Vallet, qui sont trois magnifiques humoristes. Et est-ce que vous comptez faire des affaires? On va commencer par le commencement. Et j'appelle Vincent Veillon. Oui Vincent, on va commencer par le commencement. Et sans rancune pour la petite vanne de votre copain. Le souci avec vous, c'est que le commencement est très vite devenu l'après. Avant même que vous puissiez glisser votre diplôme de l'école dans la poche arrière, c'est le public que vous avez mis dans votre poche. Et ça démarre à Sydney en 2009 en envoyant l'autre Vincent faire le zouave sous la tronche rougeotte du paysan Cholet. Votre toute première collaboration. Flairant le bon coup et sans aller interroger vos conquêtes, Couleur 3 n'a pas mis 3 plombes pour vous attraper par le fameux col de ce qui sera très vite la chemise blanche qui trône désormais au sommet de l'entertainment suisse roman. Tic-tac, 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 de 120 secondes à 26 minutes, vous êtes accro au cadran d'une horloge dont vous seul semblez maîtriser la cadence. À même pas 30 ans, vous avez tout fait, salaud. De la grande scène du Paléo au coup de cœur d'Alain Morisot. On rêverait de vous détester. Bah oui, on est en Suisse, Federer, Becker, Escher, Dicker, Unger, Blocher. Vous êtes l'un des seuls Helvètes à avoir objectivement réussi sans manquer d'air. Même au moment de vous glisser sous le nez votre paternel UDC. Un ami me disait récemment qu'en Suisse, les stars n'ont pas besoin d'être arrogantes puisque leur succès s'en charge. Vous savez quoi? Je pense même que le petit espace que vous affichez entre les incisives vous offre la sympathie qui vous ouvrira peut-être les portes du paradis. Bon, allez. Vous nous rejoignez? Bonjour Vincent. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est très bien écrit tout ça. On dirait presque que c'est un journaliste. Alors, qu'est-ce que vous en retenez de ce portrait dressé par Fred? Je retiens d'abord beaucoup de gratitude parce que c'est toujours assez surprenant de... Ah, j'ai essayé d'être méchant, j'ai pas réussi. C'était pas du tout méchant, c'était super bien écrit. C'est toujours un peu déstabilisant d'être l'objet d'une interview ou d'une invitation telle que celle-ci, qu'on porte autant d'intérêt sur sa pauvre petite personne. C'est toujours un peu... C'est un peu ce qui se passe du matin au soir et du soir au matin. Donc si vraiment c'est pas géré, ça doit être difficile pour vous. Bah oui, mais en même temps, je trouve que c'est une ligne de conduite qui est assez importante, en fait. C'est de toujours garder la distance, ce côté peut-être très protestant vaudois, parce que c'est vrai que j'ai pas un nom de famille en R, j'ai plutôt un nom de famille en on, un bon Veillon, qui est donc un nom de famille qui est d'origine de B, donc dans le fin fond du Chablais vaudois. Donc en effet, c'est important, je pense, de toujours garder une certaine forme d'humilité sans devenir un faux modeste. Voilà. On en causera après un peu plus profondément. Okay. Grâce à Céline Favre, qui est aussi dans la régie, on va la voir, je crois. Voilà, qui gère aussi le public, elle gère un peu tout dans la régie. Elle sera là à la fin de l'émission pour faire le bilan de ce qu'on a raconté, surtout ce que vous avez raconté vous. Mais okay. Pour l'instant, on va parler réseaux sociaux avec l'interview droit dans le mur. Ok. Et les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux, pour vous, c'est assez compliqué, je pense. C'est soit on est dessus, soit on ne l'est pas, soit on fait que de la promo. Je pense que vous-même, vous n'avez pas l'autorisation, vous ne vous autorisez pas à raconter ce que vous faites réellement, comme tout le monde, en fait. Voilà, j'ai fait un petit gâteau, je le mange, il est très bon. Franchement, honnêtement, tous les jours, j'hésite à quitter Facebook. Je me dis, en fait, il faut que je me libère de cette sorte d'obligation
épidermique, quoi. Voilà, Céline Favre. Ah, ok. Elle Et pense que je dis pas la vérité, c'est ça? Vincent, avouez, c'est parce qu'on vous drague trop. C'est pour ça que vous voulez quitter Alors, Facebook. j'aimerais bien. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement que je remarque que je suis épidermiquement tout le temps sur mon téléphone à aller voir du rien et du bruit. Alors en fait, vous êtes plus en train de voir que poster finalement. Ce que vous Clairement. postez, Clairement. c'est plus la promotion. C'est ce que vous faites, ce que vous allez faire. Par contre, il y a certaines choses que vous ne mettez pas, et grâce au fait qu'on peut vous taguer, il y a des choses que vous ne mettez pas, comme on a une petite cape écran là, Ouais. si on la monte. Génération Plus, c'est quelqu'un qui l'a mis pour vous. Alors, il y a des choses où on est plus fier que d'autres. Oui, mais forcément, avec un outil comme Facebook, on a toujours un peu peur quand on arrive sur le fil d'actualité et qu'on nous dit « machine » ou « machin vous a identifié dans ce truc ». Chaque fois, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» J'étais le week-end dernier à Véras-sur-Sierre, au Toy Boy Festival. J'ai reçu des photos tout d'un coup où j'avais été tagué. Je me suis dit oh, « ouf, c'est bon, elles n'ont pas été prises trop tard ». Ça fait rire Céline Favre, mais c'est la vérité. Parce qu'elle, je l'ai croisée aussi en fin de soirée une fois dans les backstage d'une salle. Elle nous en a parlé. Mais J'aurais bien voulu faire des photos. Elle était très gênée. on va garder notre version si vous voulez bien. Les réseaux sociaux, évidemment, vous ne voulez pas le dire, mais vous êtes quand même une star dans le sens qu'on veut bien l'entendre, dans la région en tout cas. Ce qui fait que vous aidez aussi vos copains, des fois. C'est-à-dire que les choses que vous aimez, de gens créatifs qui vous entourent, tout d'un coup, vous choisissez de les mettre sur votre propre réseau. Ce qui leur fait une pub incroyable aussi, parce que tout d'un coup, il y a je ne sais pas combien de milliers de gens qui le voient. Vous êtes assailli de ce genre de demande? Non, on reçoit souvent des messages, ils nous disent « Ouais, salut, tu me connais pas, mais j'ai une super soirée là-bas, dans la Broye, le week-end prochain, tu serais pas d'accord de la Alors ça, vous poster ne le mettez pas, par Et contre. ça, je Par le contre, mets pas. les vraies choses... En revanche, j'essaie d'être le plus honnête possible dans ce monde virtuel et quand des amis, des gens que je connais ou que je suis depuis quelque temps mettent quelque chose qui me touche, là, je le mets avec plaisir. Mais je n'ai pas du tout ce rapport marketing en me disant « Yes, j'ai tant de gens sur ma page, donc je vais leur faire un coup de pub et tout. » Ce n'est pas vraiment l'approche que j'ai envie Et d'avoir. vous n'avez pas peur, Vincent, de finalement pas plaire à votre public qui vous sollicite? Parce qu'on est amis sur Facebook, il y a plein de gens qui ont envie de partager avec vous quelque part leurs activités, ils pensent qu'ils sont vraiment amis avec vous? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a ce rapport bizarre et un peu ambigu avec le public, c'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent nous approcher, peuvent nous solliciter, que ce soit dans la rue d'ailleurs ou sur Facebook. J'essaie à chaque fois de me dire que ces gens sont nos premiers patrons, en fait. C'est eux qui participent au fait qu'on a la chance de faire ce job aujourd'hui. Et donc, on essaie de toujours avoir une sorte de distance, en fait, avec ça et d'essayer d'être clair avec eux. C'est-à-dire quand ils nous demandent des choses qui sont impossibles, souvent, je leur dis, mais essaye d'imaginer, mets-toi à ma place, en fait. Est-ce que tu le ferais si tu étais à ma place? Et après, les gens, ils me disent, non, t'as raison, en fait. Non, je suis con, excuse, j'arrête de t'emmerder. Donc, c'est un rapport qui est assez délicat. On va causer de ça après, je pense, mais on va, si vous le voulez bien, commencer à causer du cœur du blabla. Dans le numéro de février de l'Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, l'organe officiel de la Société suisse des officiers, le brigadier Denis Froidevaux se déclare favorable à la conscription obligatoire pour les femmes. C'est le modèle norvégien qui inspire le président de la SSO, un modèle qui, depuis le début de cette année, oblige les hommes et les femmes à aller sous les drapeaux. Et on reçoit pour ça Julienne Farine du 20 minutes. Je vous laisse venir, qui va donner un tout petit peu d'air dans cette interview, qui vous connaît aussi, je pense que vous vous connaissez. Bonjour. Bonsoir Julienne, bienvenue. Bienvenue. Vincent, Et en fait, on va vous poser plusieurs questions à présent. Et on vous a vu sur le plateau de 26 minutes. Alors, dites-nous ce qui vous a pris. Vous étiez vraiment le succès phénoménal sur le web avec 120 secondes, là où tout le monde aujourd'hui veut aller, tout le monde veut réussir à se faire une place dans le web. Et vous faites le chemin inverse. Vous allez dans la télévision de papa et maman. C'est quoi? Vous les remplacez Darius Rochepin? Avouez. Des fois, on me dit ça, on me dit que je devrais faire le 19-30 dans quelques années. Ce n'est pas du tout un de mes projets. Je crois que la principale motivation qui nous a poussé à quitter la radio pour faire de la télévision, c'est de se mettre un petit peu en danger. C'est-à-dire que les gens nous disaient « Mais vous êtes tarés, vous avez le prime time à 7h50 tous les jours, sur la 3, ça cartonne, vous avez un spectacle qui fait chaque fois ça le comble. Pourquoi vous faites ça ?» Je crois qu'à la fois, mon camarade Vincent Cuchol et moi, on est pareil, notre caractère est assez similaire, c'est-à-dire qu'on se dit, on réfléchit un peu en cycle, c'est-à-dire qu'on se dit au bout de 3 ans, quand on commence à faire quelque chose qui fonctionne, ben,
surtout, la pire chose à faire, c'est de commencer à rester, à stagner, à capitaliser sur un succès. Mais en gros, il faut faire tout ce qui nous est donné de faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la radio, on a fait du web, on a fait de la scène, il reste la télévision. Et si on veut essayer, entre guillemets, un peu plus haut, il faut faire de la télévision. Mais je crois qu'en fait, même aujourd'hui, quand le web prend un petit peu le pas aussi sur l'audience. Alors, il y a une question de moyens aussi. C'est-à-dire que 26 minutes, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire les gens avec qui on peut travailler, qu'on peut choisir, parce que 26 minutes fonctionne un peu en production indépendante, évidemment en partenariat avec la RTS, mais on a une liberté qui est gigantesque, qui est la même qu'on avait à 120 secondes. Et c'est clair que si on veut se développer et faire de nouvelles choses, il faut aussi s'en donner les moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 26 minutes nous permet de faire autre chose que 120 secondes. Évidemment que les gens nous disent « Ah, mais c'était mieux avant », forcément. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on peut se développer, on peut chercher des nouvelles manières de s'exprimer et de regarder le monde. Est-ce que Julienne trouve Vincent Veillon super bien à la télévision? Oui, bien, mieux. Ça a évolué mieux qu'au début. Ah ben évidemment. Mais vous parlez de mise en danger. Bon, la mise en danger, elle a peut-être eu lieu au début. Là, on est au début de la deuxième saison. Vous parlez d'un cycle de 3 ans. C'est quoi la prochaine mise en danger des deux Vincent? Eh bien, Julienne Farine, c'est une question que nous ne sommes pas encore posée. Le cinéma. Le cinéma, peut-être, on en parle des fois. Alors, vous vous êtes pas posé la question. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, vous êtes retourné quelque part dans vos premières amours. On regarde un petit extrait. Ok. 26 minutes. Plutôt. L'être humain vit de plus en plus vieux. C'est une étude de la revue médicale britannique The Lancet, publiée cette semaine, qui le révèle. Bonjour! Vous êtes retraité? Oui, depuis 1991. Avant, je travaillais chez Fluky, Grarnon. J'étais à la réception. Vincent, donc on vous voit 26 minutes plus tôt, oui, c'est exactement ça. Finalement, est-ce que c'est un choix qui vous est dicté par vos diffuseurs, à savoir la RTS? De faire ça? C'est pas du tout un choix, c'est pas du tout imposé par qui que ce soit, c'est dans le cadre d'un partenariat avec votre média, Julienne. Et en fait, c'est une proposition qu'on a eue à côté de l'émission qui nous demande déjà pas mal de temps et de cerveau durant la semaine. Est-ce qu'on aurait quelque chose à proposer uniquement pour le web only, comme on adore le dire dans les discours marketeux aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on a réfléchi à plein de choses. On s'est dit, est-ce qu'on fait un making-of? Est-ce qu'on fait les coulisses de l'émission? On s'est dit que ce serait vite chiant, en fait. Donc on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas se remettre dans les conditions de 120 secondes, c'est-à-dire une interview avec la chemise blanche, les personnages, un sujet. Et on vous retrouve finalement sur Couleur 3 à 8h10, je crois, voilà. C'est ça. Alors une fois par semaine au lieu de 5. Voilà. C'était Couleur 3 sur les réseaux qui avait dit, bon, ils ont envie de revenir, on a dit OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui aviez envie de revenir? Évidemment que le service de communication de Couleur 3 et de la RTS en général a fait son travail et plutôt bien. Oui, je crois que, c'est pas nous qui avons frappé à la porte en leur disant. Et le lien avec Couleur 3, il est de toute façon là encore. Moi, j'ai encore une émission quotidienne sur la 3, donc c'est pas comme si on avait divorcé et qu'on était revenu auprès de notre belle en disant je me suis trompé. Mais de revenir avec le même format, c'est quelque chose qui vous rassure? Ou finalement, c'est quelque chose que, je pense que c'est... On peut le faire assez facilement sans que ça nous demande trop de travail. Je pense que la principale motivation avant de nous traiter de fainéants, c'est de se dire on peut, avec ce nouveau format 26 minutes plus tôt, se permettre des choses qu'on peut peut-être moins se permettre sur le plateau. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de 120 secondes, on avait tendance à s'amuser à faire des effets spéciaux, à faire intervenir d'autres personnes, des choses qui sont peut-être pas possibles sur le plateau de 26 minutes à cause des contraintes toutes connes de la télévision, qu'on doit apprendre aussi et qu'on doit apprendre à faire avec. Donc c'est ça, en fait, les 26 minutes plutôt nous permet, il n'y en a que 2 pour l'instant, donc on attend une série en tout cas une dizaine avant de pouvoir vraiment juger le truc, mais je pense que ça va nous permettre de nous amuser un peu plus en dehors du prime time. Et puis ça ramène aussi vos fidèles vers Namasté qui ont peut-être fui une fois que vous n'étiez plus là. Est-ce que Jonas a eu son mot à dire sur ce retour à la radio? Bonne question. Je n'étais pas dans les séances de communication. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous appréciez? Non, on ne se parle pas. On essaie d'éviter les contacts avec Jonas.
Est-ce que vous vous écoutez? Il y croit pas trop. Tout à fait honnêtement, parce que j'essaie d'être toujours franc, j'écoute moins, enfin évidemment, j'écoutais pas la matinale lorsque je l'animais, je la produisais, mais j'écoute plus la première ces derniers mois. Mais vous aviez vieilli. Ouais, c'est j'ai vieilli, clairement. Mais je suis en contact à part ça tout à fait sérieusement avec Jonas souvent, et je l'ai croisé dernièrement au Rock aux Arènes. On a pu parler de sa matinale. Et, en fin de soirée aussi, hésiter à prendre des photos. On peut réfléchir à de nouvelles idées. Non, donc tout se passe bien. Et c'est un plaisir de revenir sur Couleur 3 le vendredi à 20h10, enfin 8h10, parce que c'est un coup de notre chef d'antenne qui a dit « Comme vous passez à 20h10 sur la RTS, nous allons vous mettre à 8h10 le vendredi matin. » J'étais là, ok, c'est vraiment un truc de marketing. Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est comment vous vivez le dimanche soir, avec tout ce succès, avec vous-même. On regarde un petit truc aussi avec Rochebain, justement. Le grand succès, hein, quand on regarde le nombre de pages vues, quand on regarde l'audience que vous amenez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est très difficile On a le nez vraiment dedans, concrètement. Et donc, c'est difficile d'en sortir et de te dire « Ah ouais, on est vraiment formidable. » Vous êtes très bon quand même. On est très bon. Alors Vincent, on vous associe toujours à votre acolyte, l'autre Vincent. Et quand on se retrouve le dimanche soir seul, chez soi, sans son acolyte, eh ben, on est dans quel mood? Alors l'acolyte n'est pas très loin parce qu'on est en train de s'envoyer des messages en temps réel pour savoir ce qu'on va faire la semaine d'après. Ouais, le spleen du dimanche soir, hein, c'est un concept que beaucoup de gens vivent. Non, je crois que... Ce que je dis là chez Darius Rochebain il y a quelques mois n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est avant tout des travailleurs. On aime beaucoup ce qu'on fait, on a beaucoup de chance de pouvoir le faire. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de moments où on peut juste se masturber le cerveau et l'ego en se disant « c'est vraiment génial ce que je fais ». Ou au contraire « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire le jour où ça va s'arrêter ». On reste, mine de rien, des gens, je pense, assez... je déteste cet adjectif, mais simple. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup... Notre moteur principal, c'est le plaisir. Donc, Julienne, pas l'angoisse, c'est pas le... Est-ce qu'on peut attendre finalement toujours la chute de 120 secondes quoi, ou de 26 minutes pour dire on se réjouit de taper dessus une fois que ce ne sera pas bon? Non, je crois qu'on se réjouit de taper dessus au début, en fait. Je pense qu'on a été beaucoup, moi la première à se dire, la télévision, ça va jamais fonctionner. Ça a fonctionné, et maintenant on attend de savoir ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que je posais cette question après, de savoir ce qu'ils vont faire après. Mais maintenant, vous parlez de vous n'avez pas forcément le temps de vous masturber l'esprit, de vous dire combien je suis formidable. Mais vous regardez, vous, des fois, des moments où vous êtes tout seul, ça vous arrive de vous regarder ou de vous écouter podcast? Ça m'arrive. En radio, je le faisais tout le temps. Quand j'ai commencé à Radio Chablais, il y a de cela presque 10 ans, plus de 10 ans, j'écoutais chaque émission en essayant de voir « Ah mais oui, tiens », parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus, hein, c'est en se voyant et en s'écoutant. Je le fais un peu moins avec 26 minutes parce que je me dis, une fois qu'on a produit Enfin, c'est une semaine de travail. Le rythme est complètement différent qu'en radio. Hein. On passe la semaine à passer des heures, à réfléchir, à tourner, à mettre ensuite en image. Et c'est vrai que souvent, le vendredi soir, il y a un côté un peu cathartique. On arrête, enfin, on a délivré le truc et puis on a envie de faire un peu un reset du cerveau. Je pourrais utiliser beaucoup de termes un peu anglophones, c'est un peu nul, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, on a tendance à se dire, ok, maintenant on passe à la suite. Mais ça m'arrive encore fréquemment, surtout parce que c'est un métier qu'on apprend. Moi, j'ai jamais fait de télé avant 26 minutes. Donc juste de voir comment on se positionne par rapport à la caméra. Bien droit, on rentre le ventre. Il ne faut pas trop faire des jeux de sourcils, en faire pas trop, mais quand même un petit peu. C'est pas facile. Et ça, je pense que c'est des choses, on peut faire toutes les théories qu'on veut, mais c'est en se voyant qu'on voit, ou en s'écoutant qu'on repère nos domaines d'amélioration. Et Fred parlait tout à l'heure de ce côté en Suisse où on n'aime pas les gens qui ont du succès, où on a du mal en tout cas avec. Vous, comment ça se passe dans la rue avec les gens? Est-ce qu'ils viennent vers vous? Parce qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, oui, c'est plus facile, puisque c'est par écrit, on est derrière un écran. Est-ce que dans la rue, les gens ont tendance à vous aborder ou plutôt à vous regarder de loin en disant « Regarde, c'est Vincent Vaillant ». Alors on dit souvent qu'en Suisse, hein, on est bien lotis parce que les gens sont discrets et timides. Ça se vérifie pas tous les jours, il y a les gens qui nous approchent, c'est vrai, mais encore une fois, j'en parlais avant. Ces gens-là sont nos vrais patrons, donc on ne peut pas leur dire « Écoute, je suis saoulé, j'achète ». Alors c'est très compliqué de boire un verre avec Vincent Vaillant le soir sans être dérangé toutes les 4 secondes par c'est pas forcément un jeune soirée. qui vient demander un selfie, donc on l'accepte très volontiers, mais c'est vrai que ça coupe les bonnes discussions. C'est pas forcément en soirée que c'est compliqué, c'est plutôt le matin quand j'arrive avec la tête dans le cul, mon bonnet, ouais je sais si j'ai dit un gros mot, pardon, et pour acheter mon matin dimanche et ma baguette, que là on me dit « Hé !»
c'est vous. Puis là, t'es un peu là. Ah, Bon, mince. voilà. Mais en même temps, c'est toujours, franchement, toujours des gens qui ont le sourire et qui ont envie de nous dire qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Donc voilà, on ne se fait pas agresser par les gens. Jamais rien de négatif. Rarement et heureusement pour l'instant. Julienne, merci beaucoup d'être venue Merci. nous aider à cuisiner Monsieur Veillon. Julienne. Merci. Et puis, nous, on va parler un tout petit peu d'actualité et on est en direct avec la rédaction du matin. Grégoire Nappet, rédacteur en chef, doit nous entendre. Grégoire, vous nous entendez? Salut Fred, salut tout le monde. Salut, Voilà, salut Greg. bonjour. Greg. Et avec Grégoire, donc en direct, ils finissent assez tard, hein, c'est bien. Bon, en même temps, il est tout seul dans la rédaction. Ça vous rappelle Il est des tout souvenirs seul, mais ça, on va pas le dire. Faut bien regarder, il y a du monde. Hein. Ah, voilà, bonjour. Je sais pas si... Il y a du monde. Voilà. Ça vous rappelle des souvenirs, Fred Vallet? Ouais, je pleure. Mais Vincent, j'ai dû consentir à ce duplex parce que sinon, chaque jour, il pleure, il vous retrouver son... Oui, Greg, vous lui Allez, ça manquez. suffit. Bon, Ça blablabla, suffit. allez, Greg, voilà. sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement? Quelle news vous êtes en train de cuisiner? Bon alors, j'ai hésité parce qu'il y avait une news fondamentale qui est tombée cet après-midi que j'ai hésité à en parler avec vous, c'est que Claire Chazal ne va plus présenter le JT sur TF1 week-end. Et après, comme je suis pas sûr qu'on va en faire des tonnes dans le journal, je vous ai choisi autre chose. Désolé. Alors, est-ce que vous connaissez Stonehenge, le site de Stonehenge? En Écosse? Ça vous dit quelque chose? Ouais. En Écosse, c'est ça? Presque, ouais. Vaguement. Enfin, Angleterre. Et en fait, c'est ce site. Ah, on voit une vidéo, ouais. Espèce de Ok. menhir ou de dolmen, hein. Où des Vous gens avez vont... l'image? On a l'image, ouais. Les gens vont danser nus. Et voilà. Et il se trouve qu'on a découvert Stonehenge 2. Alors, Stonehenge 2, Le retour. c'est en fait un site similaire avec des menhirs, mais qui est souterrain. Et les archéologues des temps modernes, du XXIe siècle, ils ne gratouillent plus la terre, ils trouvent tout ça avec des appareils électroniques, avec des radars, avec des bidouilles dans la terre sans la gratter. Et du coup, ils ont découvert qu'il y avait un site beaucoup plus grand, à 3 km de celui qui est connu et dont on n'a jamais vraiment compris la signification, et avec 90 menhirs ainsi enterrés sous un espèce de talus, qui étaient là quasiment sous leurs yeux et que personne n'avait jamais vu. Et partout des images que vous voyez là, c'est la reconstitution qu'ils ont trouvée. Et moi, j'ai trouvé cette information amusante parce que à notre époque, on n'a plus besoin d'aller gratter la terre, les appareils le font à notre place, et ça va relancer toutes les spéculations sur ce site. Alors, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé et si vous connaissiez, mais voilà, on va en parler dans le journal demain. Vincent Veillon, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de ce genre de bonnes nouvelles quand on est un petit peu à l'affût des drames? Je ne suis pas sûr que Grégoire Nappet va vendre beaucoup de journal demain avec cette info. S'il la met en une, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. À l'époque où Game of Thrones a énormément de succès et ce genre de culture médiévale et de cap et d'épée, peut-être que ça peut intéresser les gens. J'y suis jamais allé, Grégoire. J'aimerais peut-être une fois visiter ce site. Je suis pas sûr que ça va cartonner en termes de hard news, si on veut. Est-ce que c'est votre avis? Non, disons que c'est plutôt que hard news, on va dire que c'est une découverte qui, dans la manière, nous a interpellés. Et puis, il y a une petite histoire à raconter autour dans ces menhirs enterrés. Grégoire voulait montrer que le matin n'est pas forcément uniquement dans la hard news, un tout petit peu et dans le sang, brillante. Et dans le caca. C'est bien, c'est très bien. Merci Grégoire, en tout cas. À très bientôt. Et on se voit demain, je crois. Au revoir. À demain. Et puis, je ne sais pas si vous avez le temps de vous concentrer un tout petit peu sur la culture qui nous entoure, mais Katia Bellini le fait pour nous. Okay. On la regarde. Un musée de l'absurde à Bienne. Un musée de l'absurde à Bienne. Bon, on va aller voir ça. Allez, viens par là, toi. Ici, c'est Bienne, Bienne-la-Grise, Biou pour les intimes, où sans détour on t'accueille d'un bonjour ou d'un grusser bien senti. Bilbienne le jour, Birbienne la nuit, lorsque l'envie nous prend de se mettre sur le toit et de se donner du tu dans des endroits au blaze aussi chantant que Poc ou dans ton cul. Entre le tic-tac des swatchs et le clic-clac des journées photographiques, la Hueregail cité zélandaise compte désormais un musée de l'absurde.
Un projet quelque peu cinglé mené par Sandra Romy, une Amélie Poulain de compétition qui a tenu le pari de faire de ses rêves une réalité. En fait, c'est un matin, en me réveillant, je me suis dit il faut que je fasse le musée de l'absurde. Bon, c'est un domaine qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressée, mais surtout, c'est vraiment plutôt une réaction par rapport à cet absurde qu'on côtoie quotidiennement. Pour moi, c'est très important de créer en fait une bulle où on s'évade, où on réfléchit en fait, parce que je pense réellement qu'il y a un réel problème de réflexion. On peut faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. On fait vraiment avec les moyens du bord, pour l'instant, parce que c'est un réel besoin. Moi, j'ai vraiment eu ce besoin de créer ce lieu, donc je l'ai créé, voilà. On est tranquillou. Il y aura notamment des expositions, donc là on ouvre le lieu aujourd'hui, avec une exposition de planque et replonque, et cette exposition durera 3 mois. Les œuvres magiques et incroyables de Planck et Replanck, oui, bien évidemment, Katia. Bien évidemment. Alors on aura compris qu'au musée, l'absurde est autant accroché au mur que dans la fourmillante tête de Sandra Romy. En ce moment, c'est Bienne moustache et céramique que les visiteurs peuvent se prendre dans la figure. Bienne et l'absurde, sujet parfaitement maîtrisé par Monsieur Plonck. Replanck aujourd'hui. Notre bureau, c'est déjà aussi un musée de l'absurde, donc c'est très bien qu'il y en ouvre un ici à Bienne. C'est une ville absurde aussi. Il faudrait juste pas parler, les gars. 35 mètres carrés. Bon, on a construit une petite cuisine, donc on doit perdre un tout petit peu en mètres carrés, je pense. Vous pouvez bouger, mais pas parler. Mais voilà, ouais, c'est tout petit. S'il vous plaît. Ah, il faut que je prenne les clés. Hop, voilà. Attention. Quand j'ai vu le lieu, j'ai dit, mais c'est absolument là que je dois faire ce musée de l'absurde, parce qu'aucun mur n'est droit. Les toilettes sont dans une armoire. J'ai dit, c'est parfait, voilà. Et tadam! Et voilà les petites toilettes vieilles de l'absurde. Voilà, des toilettes dans une armoire. Donc ça m'a beaucoup plu. Cool. T'as du matos ou quoi? En un mot, parce qu'on n'est pas en avance, l'absurde pour vous, c'est quelque chose que vous utilisez aussi? C'est vrai qu'on adore l'humour absurde, les Monty Python en chef de file. On utilise souvent ce terme pour essayer de décrire l'intention qu'on a. On adore mettre des surprises à la fois dans un discours qui est documenté, qui dit quelque chose sur le monde, mais en même temps qui est complètement débile. C'est votre quotidien. Ouais, ça fait partie du travail, en effet. Et il y a quelqu'un qui a aussi quelque chose à vous dire, et il vient d'une planète un tout petit peu lointaine. Bonsoir à tous. Dans le cadre de notre investigation en vue d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Vincent Vaillant, un être humain dont la fonction sociale est d'être un animateur rigolo, ce qui, dans un pays comme la Suisse, signifie souvent être qualifié de feignasse qui ne veut pas bosser, suivi de trublion qui nous détend, nous les gens qui bossons vraiment. Il a grandi au plan sur B, ce qui lui attire une double sympathie auprès de son public, car cela lui donne un côté gars bien de chez nous, en jouant un côté exotique, car personne ne sait vraiment où se trouve ce chez nous dont on parle. Il a étudié à l'ECAL, une école dans laquelle on apprend institutionnellement à des humains très jeunes sans beaucoup d'expérience à s'exprimer artistiquement en s'inspirant de leur vécu. Il s'est fait connaître à la radio, un petit appareil d'audition bientôt désuet que les gens utilisent encore quand ils n'ont pas spécialement de goûts musicaux ou quand ils veulent éviter de discuter avec leurs collègues en voiture. Vincent Vaillant est un fer de lance de l'humour roman, une manière de faire rire les gens d'une petite région en faisant des plaisanteries se référant en permanence à leur petite région afin qu'ils aient le sentiment collectif d'appartenir à cette petite région, mais que ce n'est pas si grave vu qu'on peut en rire de cette petite région. Le succès en Suisse romande est une tare très grave car Vincent Vaillant s'attire l'antipathie des gens qui n'aiment pas aimer ce que tout le monde aime pour ne pas être comme les autres gens qui aiment, même si eux trouvent, je cite, que c'est quand même pas mal ce qu'ils font, même si ça m'énerve un peu que tout le monde aime ça. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange des autres êtres humains à son contact. Vincent Vaillant n'est pourtant ni un gourou ni un guide militaire. Un gourou serait entouré de beaucoup plus de femelles et un guide militaire n'aurait pas autant conscience du potentiel comique qu'il inspire chez les autres. Emmenons-le sur notre planète. On ne lui reprochera plus d'être un homme qui manque d'humilité dans un pays où les chefs d'entreprise sont des people parce qu'on regrette qu'il n'y ait pas assez de gens qui cherchent à être sous la lumière. Merci à tous, bientôt la Terre sera à nous. La Terre sera à vous, Vincent. C'est pas du tout mon intention et mon ambition de conquérir le monde. Mais dans cette séquence... Mais vous avez essayé Paris. Arrêtez de m'interrompre, machine. Pardon? Vous avez essayé Paris quand même. On a essayé Paris, ouais, mais c'était pas du tout l'intention de conquérir Paris.
On l'a fait à l'automne dernier, si je ne fais erreur, oui c'est ça, automne 2014, et c'était une super expérience. C'était en fin de tournée de notre spectacle, donc c'était une manière d'aller, encore une fois, se mettre en danger face à ce public parisien très dur et très exigeant. Ils ont compris ce que vous disiez? Lorsqu'on utilisait des mots, c'est vrai, les accents d'ici, c'était moins facile. Oh, il a été super adapté quand même. Ouais. Il a été super adapté, il a été quasiment réécrit. On a gardé peut-être une quarantaine de pourcents du spectacle original, en effet. Mais oui, ce qui était surtout difficile, c'est qu'on était face à des gens qui ne nous connaissaient pas et qui n'avaient pas le passif de toute la genèse de 120 secondes. Du coup, ils découvraient ça un peu brut de l'écoffrage, et c'était super intéressant justement parce qu'on avait du coup un retour sur plutôt l'essence de ce qu'on fait plutôt que sur du « ah oui, on a l'habitude de les voir, on les connaît, cool, il y a Cholet qui vient, cool, il y a Bercla », etc. Du coup, les retours étaient moins, on va dire, expressifs, mais toujours et souvent assez intéressés. Vincent Veillon, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Prévrange, où sont nos studios, pour causer un tout petit peu avec nous. Merci Fred. C'est sympa. Indice, c'est sympa? Oui, c'était super. Merci Vincent. Ouais. En plus, c'est la première, c'est la reprise de Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, donc j'espère que vous allez nous porter chance. J'espère aussi. On va y croire. Et juste avant que vous repartiez au centre de Lausanne, je vous laisserai retourner au siège portrait pour poser une question à l'invité de demain. Qui est-il? C'est Stéphane Babet. Stéphane Babet. Vous voyez qui est Stéphane Babet? Le 8e conseiller fédéral, c'est ça? Exactement. Et accessoirement, le rédacteur en chef, le nouveau rédacteur en chef de Vigous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent. Au revoir. Au revoir, Vincent. À bientôt. Bonne continuation. Ciao. Et nous, on se retrouve demain, 20h20. C'est la même heure, évidemment, avec Stéphane Babet. Merci beaucoup. Merci, Leïla. Merci, Fred. À demain. Stéphane Babet, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous nous faire un dessin ?